Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 4 janvier 2014, les principaux titres du journal. Lancer les travaux de construction de certains projets à Bir Mougraine dans la wilaya du Tiris Zemmour. Il s'agit de bâtiments administratifs et d'un dispensaire. Clôturer la semaine régionale de la culture, de la jeunesse et des sports de Nouakchott. C'était hier soir une semaine d'intenses activités culturelles, sportives et artistiques. Reporter les négociations directes entre les belligérants du Soudan du Sud à Addis Abeba pour mettre fin donc au conflit qui secoue ce pays. Voilà pour les titres de ce journal, un journal que nous commençons par l'extrême nord du pays, précisément Bir Mougraine, cette muqata'a de la wilaya du Tiris Zemmour. Bir Mougraine, où les travaux de certains projets viennent de commencer, coup d'envoi donné hier par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Il s'agit des bâtiments administratifs et d'un centre de santé en compte rendu de Mohamed Lamine Bekkar. Bir Mougraine, qui doit son nom à la montagne qui surplombe ses habitations, dont certaines datent de l'ère coloniale, particulièrement les édifices publics, est l'une des rares villes du pays qui ne disposait avant cet instant d'infrastructures financières réalisées par l'État. Aussi, l'arrivée du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Yahya Bokar, accompagné du Wali du Tiris Zemmour, dans le chef-lieu de la muqata'a de Bir Mougraine, situé à plus de 300 km au nord de Zouerat, a-t-il été considéré comme jour de fête nationale par les populations qui sont sorties joyeuses, arborant le drapeau national. Cette liesse populaire, suscitée par l'arrivée d'une délégation officielle à Bir Mougraine, qui n'a pas souvent l'occasion de recevoir des missionnaires de haut niveau, est aussi motivée par le fait que le ministre de l'Habitat n'est pas venu bredouiller. Yahya Bokar est porteur en effet d'une série de projets, les premiers réalisés par l'État, au profit des populations de Bir Mougraine depuis l'indépendance. La première pierre posée par le ministre de l'Habitat et la plaque qu'il a dévoilée sous le regard fier des populations qui ne se sont jamais doutées de leur appartenance au pays consacre le démarrage de la première série de ces projets, à savoir la construction de la résidence et des bureaux du Hakem et d'un centre de santé dans la localité de Hassiloukar, pour un coût global de 160 millions d'ouguiyas sur les fonds propres de l'État. D'autres réalisations suivront, a promis le ministre de l'Habitat aux populations de Bir Mougraine. Il a aussi, après nous avoir transmis les salutations du président de la République, affirmé que l'État est déterminé à doter toutes les villes du pays d'infrastructures qui garantissent aux populations l'accès aux services sociaux de base tels que l'eau, l'électricité, la santé, le logement, précisant que les citoyens à Bir Mougraine, à l'instar de leurs concitoyens, bénéficieront de terrains et de soutien pour ériger des toits. Il a affirmé que des projets similaires à ceux qu'il vient de lancer à Zouerat, Fderik et Bir Mougraine seront réalisés dans toutes les muqata'a du pays durant l'année en cours. Il a enfin réitéré l'engagement du président de la République à construire un État dans lequel les populations bénéficient de l'ensemble des conditions permettant leur plein épanouissement. Yahya Bokar a aussi salué le dynamisme et le patriotisme de la jeunesse de Bir Mougraine, qu'il a félicité après sa bonne prestation au festival de Tiris Zemmour, au cours duquel son équipe de football a remporté le trophée, promettant de lui construire une maison des jeunes. Le trophée, baptisé Coupe du Hakem, a été remis par l'équipe au ministre. Quant au Wali du Tiris Zemmour, Abdelrahman ou Mahfouz ou Khatri, il a indiqué que l'État, sur l'instruction du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, œuvre à la réalisation des infrastructures de base en vue de rapprocher tous les services des citoyens, appelant les populations de Bir Mougraine à rester fidèles à leur pays. Les populations de Bir Mougraine ont exprimé leur fierté pour ces réalisations qui sont, on dit, ces hommes et ces femmes, les symboles de leur indépendance. Ces réalisations sont, ont-ils affirmé, la preuve de la volonté des pouvoirs publics actuels et de leur souci de créer des édifices publics et des services de base partout dans le pays afin qu'ils profitent à tous les citoyens où qu'ils se trouvent. Enfin, un groupe de comédiens de la ville a tenu à présenter un sketch devant les officiels
axée sur la lutte contre la gabegie. Voilà donc pour cette étape du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire à Bir Mougraine. Quant à Nouakchott, eh bien, Nouakchott vient, elle, de vivre la 3e édition de son festival régional pour la culture, la jeunesse et les sports. Clôture hier soir après une semaine d'intenses activités culturelles et sportives et artistiques et avec participation de plusieurs équipes et groupes de 9 Muqata'a de la capitale, en compte rendu de Bokar Baïdeba. Accorder un intérêt particulier à la catégorie des jeunes dans tous les programmes de développement, tel est l'objectif affiché par la 3e édition de ce festival régional. Comme à leur habitude, les équipes venues des différentes Muqata'a de Nouakchott ont livré des prestations toujours pleines d'humanisme, prenant le public à témoin et ne manquant pas de lui faire des clins d'œil d'humour. Une soirée de clôture riche en spectacles qui ont fait le bonheur de l'assistance. Tour à tour, les participants ont fait exprimer leur talent avec maestria à travers une brochette d'activités, de concours dans le domaine de la récitation du Coran, d'El Mehdi, c'est-à-dire louange au prophète, paix et salut sur lui, de la poésie, du chœur et du ballet. Le tout dans une ambiance bon enfant. Et les meilleurs participants ont été récompensés par des prix comprenant des montants en espèces et des tenues de sport. Supervisant cette cérémonie, le Wali de Nouakchott, M. Fall Nguissali, se félicite de la qualité des prestations livrées par les participants, soulignant que ce genre de manifestations culturelles et sportives est de nature à renforcer les facultés de créativité des jeunes Mauritaniens. Nous avons assisté à une semaine culturelle de la jeunesse et des sports qui a brillé de 1000 couleurs, où nous avons pu observer un brassage pendant une semaine entre la jeunesse des différentes Muqata'a qui, dans la compétition, dans l'émulation saine, dans la combativité, dans la sportivité, mais aussi dans la fraternité, se sont affrontés dans les différentes disciplines qui sont le football, que sont l'athlétisme dans ses différentes options, mais aussi dans les disciplines artistiques, culturelles, ainsi que dans la récitation du Saint-Coran et le concours de Maître Nabi. Nous avons vu une jeunesse engagée, une jeunesse citoyenne, une jeunesse ancrée dans les valeurs de la République, une jeunesse qui a décrypté le message de son Excellence le Président de la République. En définitive, cette grande manifestation culturelle et sportive est un appel pour une émergence d'une jeunesse mauritanienne en harmonie avec son authenticité sociale et culturelle. Voilà donc pour Nouakchott culturel, sportif et artistique. Nouakchott, nous y restons cette fois pour un autre visage de notre capitale, non moins important. Il s'agit de l'éclairage public, une infrastructure importante, vous le savez, tant pour du point de vue sécuritaire que du point de vue esthétique. Regardez par exemple le soir le centre-ville ou encore les principales artères éclairées. Malheureusement, cet éclairage s'est rétréci comme peau de chagrin, pour ne pas dire devient inexistant au fur et à mesure qu'on quitte le centre et qu'on s'approche des quartiers périphériques. Des précisions avec Aminata Khan. Infrastructure essentielle pour une ville, l'éclairage public est bien en vue dans la capitale nouakchottoise. Un petit tour à l'avenue de l'aéroport, l'avenue Gamal Abdel Nasser et bien d'autres qui sont éclairés le soir. Mais en continuant la promenade nocturne, très vite, vous vous retrouverez dans l'obscurité totale, ce qui ralentit le trafic et favorise certaines activités peu orthodoxes. L'éclairage public n'est visible que dans notre capitale, principalement sur cette avenue qui mène vers l'aéroport. Sinon, tous les autres quartiers ne sont pas éclairés, déclare cet homme. À Haï Sakin, il n'y a pas de lumière et nous voulons qu'elle soit éclairée, indique cet habitant de Haï Sakin. Dernièrement, certains quartiers sont éclairés à l'aide de l'éclairage solaire.
D'ici jusqu'à Carrefour Madrid, il y a de la lumière. En ce qui concerne l'éclairage solaire, moi, je n'aime pas trop. Les rues des quartiers périphériques ne sont pas du tout éclairées, comme la route ML jusqu'à la route d'Arafat, indique cet homme. Cet autre homme affirme que l'éclairage solaire est bien, mais qu'il n'y aurait plus d'effet si c'était généralisé. L'éclairage public donne un décor à la ville et assure la sécurité des populations qui souhaitent que l'éclairage soit généralisé, car c'est un service public indispensable. Nouakchott toujours, mais cette fois sur son flanc branché. Nouakchott est très branché par rapport au reste du pays. Les cybercafés se multiplient, les connexions Internet aussi. Les Nouakchottoises et les Nouakchottois, particulièrement les jeunes, sont de plus en plus connectés. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication s'implantent à grande allure dans notre capitale et à travers le pays. Elles facilitent ces nouvelles technologies, bien sûr, le travail, mais le travail et la recherche, bien entendu. Encore faut-il en faire un usage à bon escient. C'est un reportage de Mohamed El-Dayab. Baldé Ibrahim fait la veille devant l'écran de son ordinateur. Il trouve les nouvelles de ses amis et découvre l'actualité nationale et internationale. Pour moi, l'Internet, à l'heure actuelle, le monde évolue à travers l'Internet. Bon, ça sert beaucoup de choses pour voir avec des amis. Bon, il y a d'autres sites, il y a Skype, il y a Twitter, pas mal de sites, quoi. Bon, donc pour moi, l'Internet, à l'heure actuelle, c'est très utile. Bon, donc aussi, ça te permet aussi d'être en contact avec tous les amis, puis aussi pour te renseigner comment à travers le monde entier. Ici, au cyber-internet, les gens sont connectés avec les 4 coins de la planète. Email, Facebook, Skype et d'autres réseaux sociaux semblent déjà conquérir les esprits des internautes. Selon cet usager, l'Internet lui permet de mettre à jour les connaissances relatives à son domaine d'activité. Son email est devenu sa boîte postale dans laquelle il peut recevoir et émettre les différents messages. Mais surfer sur Internet exige parfois une prudence car les surprises sont difficilement évitables. Il y a des avantages et il y a des inconvénients aussi. Donc à défaut de mal utiliser l'Internet, donc ça peut créer aussi d'autres problèmes. D'autres sont là, bon, ils ne comprennent pas. D'autres peuvent t'insulter même sur Facebook. Les jeunes ne doivent pas abuser de l'usage d'Internet. C'est le conseil donné par les spécialistes car cela peut aboutir à l'addiction qui menace la progression dans leurs études. L'Internet, c'est très utile, mais il ne faut pas se donner trop à l'Internet. Et surtout les élèves, bon, tu peux venir tranquillement faire tes recherches, bon, suite à les évaluations avec tout ça. Mais quand aussi tu te donnes trop à l'Internet, c'est un virus. Donc ça va t'amener aussi dans notre monde. Voilà, merci de suivre la télévision de Mauritanie. La suite du journal avec la fin de la mission en Israël et dans les territoires palestiniens du secrétaire d'État américain. Il a terminé aujourd'hui sa nouvelle mission donc dans ces territoires. Une mission dont la dernière journée aujourd'hui était marquée par de nouveaux entretiens avec le président palestinien Mahmoud Abbas et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. M. Kerry assure que les négociations israélo-palestiniennes enregistrent des progrès, mais en même temps, il admet qu'il y a encore des efforts à faire, c'est le moins que l'on puisse dire. En tout cas, le chef de la diplomatie américaine est attendu demain en Jordanie et en Arabie saoudite pour des entretiens avec les dirigeants de ces pays, toujours dans le cadre de ces efforts de relancer le processus de paix israélo-palestinien. Autre processus qui intéresse également les Américains, même s'ils se sont retirés de ces pays, c'est l'Irak. L'Irak où la ville de Fallujah est désormais contrôlée par la branche locale d'Al-Qaïda après plusieurs jours de violents combats. Cette ville, vous le savez, se trouve dans la province d'Al-Anbar, cette province qui se trouve dans l'ouest de l'Irak, cette province où les violences du week-end ont fait une centaine de morts, dont une majorité d'Al-Qaïda. Réaction du gouvernement irakien, le premier ministre Nouri al-Maliki a dit cet après-midi qu'il va chasser tous les groupes terroristes de cette province où des combats très violents se déroulent depuis plusieurs jours. Autre région de tension, mais cette fois en Afrique, il s'agit, vous l'avez compris, du Soudan Sud où des combats
oppose l'armée du président Salva Kiir aux rebelles dirigés par son ancien vice-président Riek Machar. Eh bien, les combats surtout autour de la ville de Bor, alors que les délégations des deux protagonistes se trouvent à Addis Ababa, la capitale éthiopienne, pour des négociations. Mais les pourparlers directs entre les deux parties se font toujours attendre, malgré les pressions régionales et internationales. On retrouve Aminata Khan. C'est à Addis Abeba, dans la capitale éthiopienne, que les délégations du Sud-Soudan, composées des sympathisants du président Salva Kiir et de l'ex-vice-président Riek Machar, que les pourparlers devraient avoir lieu en présence des représentants de la sous-région. On s'active dans les coulisses, mais finalement, la nouvelle tombe. Le face-à-face est reporté à une date indéterminée. Les deux délégations veulent d'abord se mettre d'accord sur le programme des pourparlers, une annonce qui touche les espoirs d'un cessez-le-feu rapide, et ce alors que sur le terrain, le pays semble plus que jamais au bord de la guerre civile. Les combats se poursuivent autour de la ville de Bor, à 200 km au nord de la capitale, faisant des milliers de réfugiés. Justement, la capitale Juba, où l'on a annoncé ce soir sur l'agence France Presse, on a annoncé des explosions et des tirs non loin du palais résidentiel. Et non loin du Soudan, eh bien, la République centrafricaine s'enlise elle aussi dans la crise et la violence, ce qui provoque une crise humanitaire profonde, s'inquiète la HCR qui annonce le déplacement justement d'environ 1 million de Centrafricains depuis le début de ce conflit en mars dernier. Les pays asiatiques ne sont pas non plus épargnés par ces conflits et ces tensions socio-politiques. C'est notamment le cas du Bangladesh et du Cambodge. Le Bangladesh, où doivent se dérouler demain des élections législatives, donc des élections législatives boycottées par l'opposition et qui vont se dérouler dans un contexte extrêmement tendu, marqué aujourd'hui par de violentes manifestations et par une grève générale. On retrouve Bokar Bay là-bas. Une personne tuée et des bureaux de vote incendiés, c'est l'expression de la violence qui s'est produite ce matin à Dakar, la capitale du Bangladesh. Cette tension intervient à la veille des élections législatives. Le Parti nationaliste du Bangladesh, principale formation d'opposition du pays, refuse de participer à ce scrutin et appelle à une grève générale de 48 heures. Ce parti estime que les élections de demain sont déjà faussées. L'opposition avait réclamé la démission du gouvernement et la mise en place d'un gouvernement neutre et provisoire avant le scrutin, mais la Première ministre a refusé. Avec le boycott, la Première ministre Sheikha Hasina Ouajed est assurée d'être reconduite, mais ce scrutin risque d'aggraver les violences dans le pays. L'impasse politique pourrait finir par détruire le fragile système démocratique du Bangladesh, le 8e pays le plus peuplé du monde. Voilà, et puis le Cambodge également fait face à une situation délicate. Le Cambodge, où le gouvernement de Phnom Penh fait face lui aussi à une vive contestation depuis plusieurs semaines, contestation sociale avec les grèves et les manifestations dans le secteur du textile, contestation politique avec l'opposition qui demande aussi de nouvelles élections. Et face à cette situation, eh bien, le gouvernement de Phnom Penh durcit le ton. Il a tout simplement interdit jusqu'à un nouvel ordre toute manifestation publique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Et je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est Bir Mougraine, où le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire vient de poser les premières pierres de projets tels que les bureaux administratifs, les bâtiments administratifs et un dispensaire à coût global 160 millions de billets sur le compte du budget de l'État. Et ici, c'est Nouakchott avec la fin de la semaine de la culture, de la jeunesse et des sports. Une semaine clôturée hier soir après 7 jours d'intenses activités culturelles, sportives et artistiques. Et ici, ce sont les délégations du gouvernement du Soudan Sud et celles des rebelles qui devaient entamer aujourd'hui des négociations directes, mais ces négociations ont été tout simplement reportées
Les deux délégations attendent qu'il y ait un ordre du jour précis et arrêté en commun accord. Le JTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie de Cheikh Saad Bou. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.